Le village de Konda n'apparaissait sur aucune carte. Niché entre deux collines poussiéreuses, il était protégé par des baobabs centenaires et un silence que seul le vent osait troubler. On disait que le village ne dormait jamais vraiment. Même la nuit, les chiens refusaient d'aboyer, les coqs chantaient trop tôt, et les anciens parlaient à voix basse, comme s'ils craignaient de réveiller quelque chose de plus ancien que le temps. C'est dans ce village que le couple arriva. Personne ne les vit venir. Un matin, la vieille maison des Nkassa, abandonnée depuis 30 ans, avait les volets ouverts. De la fumée s'échappait de la cheminée. Et sur le seuil, un homme et une femme se tenaient, la peau lisse, les habits sobres, les yeux cachés derrière des lunettes noires. Ils souriaient. Mais leur sourire ne réchauffait rien. Les enfants, d'abord, furent attirés. La femme, belle comme une statue de marbre, leur offrait des bonbons aux couleurs étranges. L'homme, grand et toujours silencieux, les observait sans bouger. Quand les adultes vinrent enfin voir, le couple les accueillit avec une hospitalité irréprochable. Ils disaient s'appeler Malaïka et Daouda. Aucune origine précise. « Nous venons de l'autre côté », disait simplement Daouda, de sa voix grave. On ne sut jamais de quel côté. Il ne sortait que tôt le matin ou à la tombée du jour. Il refusait l'eau du puits du village, ne fréquentait ni le marché ni la mosquée. Pourtant, il n'était ni hautain ni froid, toujours poli, toujours souriant. Mais on sentait quelque chose, une tension dans l'air, comme si la brume qui enveloppait parfois la colline descendait un peu plus chaque jour vers Konda. Un soir, la chèvre de tonton Bala disparut. On retrouva ses os bien rangés au pied de la maison d'Enkassa. Tonton Bala jura qu'il avait vu Daouda, debout sous la lune, parler dans une langue que même les morts ne reconnaîtraient pas. Mais qui écouterait un vieil ivrogne? Parmi ceux que l'étrange présence du couple dérangeait, il y avait une jeune fille nommée Awa. Fille du vieux griot Sori, elle avait grandi au milieu des histoires, apprenant à lire les silences autant que les mots. À 17 ans, elle savait déjà que tout mystère non élucidé devenait une blessure pour la mémoire du village. Awa observa le couple. Elle nota qu'il ne transpirait jamais, même sous le soleil brûlant, qu'ils ne riaient jamais vraiment, que leurs gestes étaient trop lents, trop calculés, et surtout qu'ils ne regardaient jamais le ciel. Elle décida d'en parler à son père. « Papa, ils ne sont pas comme nous. Quelque chose ne va pas. » Le vieux griot ne répondit pas tout de suite. Il fixa les feux de bois qui dansaient entre eux. « Ils sont peut-être ce que Konda a oublié depuis longtemps, » murmura-t-il. « Il y a des choses que nos anciens ont bâillonnées dans le silence. Si tu veux chercher, sois prête à entendre ce que personne ne veut savoir. » Awa hocha la tête. Cette nuit-là, elle fit un rêve, un chant de cendres, une voix qui chuchotait dans l'obscurité. Ils sont venus réclamer ce qui a été pris. Le lendemain, elle alla voir la doyenne du village, Mama Kadia, vieille de presque 100 ans. On disait qu'elle avait vu la guerre, les famines et même les esprits de la forêt. « L'Enkassa avait un fils, tu sais, » dit la vieille en hochant lentement la tête. « Il est mort un jour de brume. On ne l'a jamais retrouvé. Sa mère est devenue folle. Elle disait que le pacte avait été rompu. C'est tout ce que je sais, ma fille. » Un frisson parcourut Awa. Quel pacte? Et pourquoi maintenant? Awa décida de fouiller les ruines du vieux grenier des Nkassa, à l'arrière de la maison. Elle s'y rendit au crépuscule, profitant de l'heure où le couple quittait souvent les lieux. Elle escalada la clôture vermoulue, enjamba des racines épaisses et poussa la porte grinçante du grenier. La poussière était si dense qu'elle paraissait vivante. Des toiles d'araignée pendaient comme des rideaux oubliés. Mais au fond, cachée derrière des jarres brisées, Awa trouva une vieille malle. Elle força la serrure avec une pierre. À l'intérieur, un journal rongé par l'humidité, une poupée de chiffon sans yeux
et un collier en os. Le journal appartenait à une certaine Aminatan Kassa, la mère du fils disparu. Les pages racontaient une descente progressive dans la peur. Ils sont venus me voir en rêve. Ils m'ont proposé une vie longue, des récoltes abondantes, la richesse. En échange, je devais donner quelque chose de pur. Je ne savais pas qu'ils voulaient être mon fils. J'ai essayé de le cacher, mais la brume est entrée dans la maison. Ils l'ont emporté. Maintenant, je les entends rire dans les murs. Hawa ferma le journal, le cœur battant. Était-ce un délire de femme brisée ou une confession réelle? Et si les nouveaux venus étaient liés à ce pacte ancien? Elle voulut partir, mais une main froide se posa sur son épaule. « Il ne faut pas être ici, » dit la voix douce de Malaïka. « Tu vas réveiller ce que le silence tenait enfermé. » Hawa se retourna lentement. Malaïka se tenait dans l'ombre, seule, les yeux brillants dans la pénombre comme des éclats de lune. « Qu'avez-vous fait de l'enfant » demanda Hawa, la gorge sèche. « L'enfant est devenu autre chose, » dit Malaïka. « Tu comprendras bientôt. Tu vois les choses que les autres refusent. C'est pour cela que tu dois faire un choix. Quel choix? Rejoindre ceux qui savent ou disparaître avec ceux qui oublient? Ceux qui savent. Hawa resta figée, le souffle court. « Et si je refuse de choisir » demanda-t-elle. Malaïka sourit tristement. « Alors le village choisira pour toi. Il y a un prix à l'ignorance. » Cette nuit-là, Hawa courut jusqu'à chez son père, le journal serré contre elle. Sori lut les pages en silence, puis referma le cahier d'un geste las. « Le mal est ancien, dit-il, mais il peut encore être tenu en respect. »« Comment » demanda Hawa. « Avec la vérité, et le courage de la dire. » Le lendemain, Hawa réunit le village sur la place centrale. Elle lut à voix haute les mots d'Aminatan Kassa. Les murmures fusèrent, des cris s'élevèrent. Certains ne voulurent pas croire. D'autres tombèrent à genoux. Alors, le ciel s'assombrit. Une brume dense descendit des collines, engloutissant Konda comme une vague silencieuse. Et du cœur de cette brume, Malaïka et Daouda apparurent, tenant chacun un flambeau noir. Derrière eux marchaient d'autres silhouettes, des visages sans bouche, des mains sans doigts, des enfants oubliés. « Le pacte a été rompu, » dit Daouda, « et nul ne nous a remplacés. » Sori s'avança, tenant le collier en os dans ses mains. « Le prix n'a pas été payé, mais la faute n'est pas celle d'Hawa ni de Konda. Elle est celle des morts. Que le sang des anciens paie le tribut. » Il traça un cercle sur le sol avec la cendre d'un vieux tambour brûlé. Puis il s'agenouilla à l'intérieur. « Prenez-moi » Malaïka s'arrête. Les autres aussi. Le vent se figea. « Tu offres ta vie » demanda-t-elle. « Je rends ce que vos ombres réclament, la mémoire et le pardon. » Un cri traversa la brume. La terre trembla. Sori s'effondra, son corps se vidant de toute lumière. La brume recula. Les silhouettes disparurent une à une. Seuls restèrent Daouda et Malaïka. Ils regardèrent Hawa. « Il a payé. Mais toi, tu dois garder l'histoire. Sinon, nous reviendrons. » Puis ils s'évanouirent, comme s'ils n'avaient jamais été là. Depuis ce jour, la maison des Nkassa est restée vide. Hawa est devenue la nouvelle griotte du village. Elle raconte chaque année l'histoire du pacte, du fils perdu, de la brume et de l'homme qui a tout donné pour sauver les siens. Et certains soirs, quand le vent souffle dans les collines, on croit voir deux silhouettes debout sous les baobabs. Elles ne parlent pas. Elles regardent. Elles attendent. Car la mémoire est une sentinelle. Et l'oubli, un danger.